Démocratique du Congo, c'est un nouvel ouvrage qui vient d'avoir les jours publié aux éditions La Tourbière, ici à Kinshasa, par Maître Trésor Likonza, que vous connaissez bien, lui il est auteur et puis écrivain qui a déjà écrit plusieurs livres qu'on a pu développer ici à plusieurs reprises sur ce plateau des CML 13 Télévision à travers cette émission Interface. Mais aujourd'hui, on va revenir à ces nouveaux livres importantissimes sur les droits congolais, de la régulation des médias, un livre quand même qui est subdivisé en 8 parties où l'auteur essaye de brosser, de revenir sur beaucoup de choses en ce qui concerne les droits des médias en République démocratique du Congo. Interface, dernier numéro de la semaine de votre émission. Vous nous suivez de partout. Bienvenue à toutes et à tous. Maître Trésor, bonjour et bienvenue. Bonjour Roland. Alors, vous allez bien, maître? Très bien. Content de vous retrouver une fois encore. C'était une promesse. Vous nous disiez l'autre fois quand les livres seront prêts, quand ce sera publié, quand les exemplaires seront prêts. Vous allez revenir sans regret ni remords pour qu'on puisse développer ces livres. Je suis content. Merci beaucoup. Chose promise, chose due. Les livres est là. Alors, d'entrée de jeu, Maître Trésor, un nouveau livre sur les droits congolais de la régulation des médias, comme je le disais au rythme de cette émission. Les droits congolais de la régulation des médias, de quoi s'agit-il? Les droits congolais de la régulation des médias en République démocratique du Congo. C'est une œuvre scientifique, une œuvre de l'esprit qui est mise au point dans les soucis de contribuer à l'enrichissement de cette question d'actualité sur la régulation des médias. Depuis un temps, on a cessé de crier ça et là qu'on a suspendu telle radio, on a suspendu telle télévision, on a interpellé tel journaliste, on a interpellé tel citoyen qui aurait été peut-être invité par un média. Et finalement, des décisions, des mesures, des sanctions tombent de temps en temps. Mais en réalité, il s'agit de quoi dans tout ça? Donc, la question est posée. Il faut répondre. Mais ceux qui se posent cette question ont de la peine à trouver la bonne réponse. C'est ainsi que nous, en tant qu'observateurs, chercheurs, nous sommes dit qu'au lieu de laisser les gens s'entretuer dans des discussions parfois vaines, qui est capable de faire ça, qui ne l'est pas, alors, nous nous sommes dit qu'il faut mettre tout dans un support. Et le support en question doit être un livre pour permettre aux générations présentes et futures de comprendre en réalité de quoi il s'agit. Et la régulation en question est bien organisée. La régulation est organisée par des textes de loi. Il y a des actes réglementaires et il y a toute une institution chargée de conduire cette régulation. Et cette institution existe. Elle a été installée depuis 2011. Mais aujourd'hui, au sein de la population, on ne sait vraiment pas l'importance et la raison d'être de cette institution. Il s'agit bel et bien du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est ça. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais c'est ça qui a rendu l'eau Nino. Vous voyez? Alors que le CESAC est l'une des institutions d'appui à la démocratie instituée expressément par la Constitution. Et il y en a deux. Il y a le CESAC et la CNI. Des institutions d'appui à la démocratie instituées par la Constitution. Quand bien même la Constitution prévoit que d'autres institutions d'appui à la démocratie peuvent s'ajouter, mais les deux sont déjà présentés expressément par la Constitution. Et tout le monde connaît la CNI. Même un petit enfant, si vous lui posez la question,
c'est quoi la CENI? Directement, il va vous parler des élections. Mais si vous posez la question à n'importe qui, c'est quoi le CESAC? Mais, de temps en temps, ceux qui suivent la télévision, la radio, ceux qui lisent les journaux, savent qu'il y a ce qu'on appelle CESAC qui prend des décisions sur des journalistes, sur les médias. Bon, à éviter dans CESAC, il apprend quand même que le CESAC a sanctionné un média. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la régulation des médias. C'est comme ça que dans ces livres, dans cet ouvrage, nous sommes en train de décortiquer ce que c'est la régulation des médias. C'est pourquoi même dans ce livre, dans la page 34, vous revenez sur les attributions du CESAC. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le CESAC est en train de bien faire son travail? Ce n'est pas une institution qui marche sur les autres, mais qui reste, qui pose des actes selon les principes, selon ses attributions, et qui sont reconnues par la Constitution congolaise. Bien, nous ne voulons pas résumer la régulation en CESAC. Mais le CESAC, c'est quand même une institution qui a reçu cette mission de conduire la régulation. Par là, je vais dire que en dehors de CESAC, il y a d'autres acteurs de la régulation des médias. Le CESAC, c'est un acteur principal peut-être parce qu'il conduit la régulation des médias, mais il n'est pas le seul. C'est l'affaire de tous. Beaucoup d'acteurs sont énumérés dans cet ouvrage. Mais nous ne pouvons pas, comme ça, parler des droits de la régulation des médias sans faire allusion à l'institution qui conduit cette régulation. C'est ainsi que de temps en temps, nous sommes revenus sur les CESAC. Et nous avons également tablé sur la mission et les attributions du CESAC. Et en gros, l'article 212 de la Constitution résume la mission du CESAC. Et ce même article a prévu qu'une loi organique puisse organiser le fonctionnement du CESAC. Et la loi organique a été promulguée. Et c'est cette loi organique qui est venue compléter l'article 212 de la Constitution. En édictant des règles, des procédures devant les CESAC, et même en enrichissant la mission du CESAC, mission constitutionnelle, et en disant au CESAC ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Vous voyez? Parce que la Constitution ne pouvait pas mettre tout ça, ou reprendre tout ça là. Donc, la Constitution a prévu que cette loi organique puisse, comme ça, traiter des questions fondamentales sur le fonctionnement du CESAC. C'est ainsi que chaque fois que je suis passé ici, je n'ai jamais eu peur de dire que le CESAC n'est pas compétent pour ne serait-ce qu'inviter un journaliste professionnel ou un professionnel des médias ou une personne physique. Il n'a pas cette compétence-là. C'est parce que sa propre loi organique dit que le CESAC s'occupe des médias et non des professionnels des médias. Donc on ne peut pas confondre médias et professionnels. Médias est pris sous l'angle des personnes morales. Et professionnel est pris sous l'angle des personnes physiques. Cela veut dire que le CESAC, entre les CESAC et les personnes physiques, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de trait d'union. Donc le CESAC ne peut pas avoir de problème avec les personnes physiques. Déjà, quand la loi ne lui donne pas mandat, le pouvoir de mettre la main sur les professionnels des médias, cela veut dire que même les invités des professionnels des médias, le CESAC n'a pas le pouvoir de les inviter, ni de les interpeller, ni de les auditionner. C'est ça. Maître, je vous relance. Vous dites que les CESAC n'a pas les pouvoirs, c'est les personnes. Ça veut dire que vous faites allusion aux journalistes. Si les CESAC n'a pas ces pouvoirs-là, parce que l'autre fois ici, vous disiez aussi, vous parlez de l'INPC, qui n'est pas une association de journalistes, certainement un nom reconnu sur le plan légal par les lois de la République. Mais si les CESAC n'a pas ces pouvoirs, qui a alors ces pouvoirs de sanctionner les journalistes ici dans notre pays? Bien.
Dans les livres, nous avons traité grandement de la régulation des médias, mais si vous voyez, il y a un avant-propos, il y a l'introduction, et là, nous sommes en train de dire qu'on ne peut pas parler de la régulation des médias sans parler de l'autorégulation. Et nous avons même ajouté la co-régulation. Vous voyez, la régulation a pour fonction de veiller au respect des lois et des règlements pris dans un domaine quelconque. Et comme nous sommes dans le domaine des médias, la régulation des médias veille au respect des lois et des actes réglementaires ou de la réglementation en vigueur dans le secteur des médias. Cela veut dire que l'existence du CESAC n'est rien d'autre que pour lui permettre de forcer c'est-à-dire de contribuer au respect des lois, de la réglementation par les médias. Et à travers les médias, les professionnels des médias s'exécutent également. Puisque lorsque le CESAC a reçu le pouvoir ou mandat de mettre la main sur les médias à leur tour, pour éviter d'être sanctionnés, ils doivent prendre également des dispositions pour que les professionnels ne les poussent pas aux sanctions du CESAC. C'est ainsi que les législateurs congolais, les constituants congolais, a séparé les choses. Il y a d'un côté la régulation, et de l'autre l'autorégulation. L'autorégulation, c'est ces domaines-là qui concernent les professionnels des médias, ceux qui contribuent, ceux qui donnent l'essence à l'information. Parce que c'est les professionnels des médias qui se vouent à la collecte, au traitement et à la diffusion. Et il peut commettre des dérapages. Il peut violer la loi en traitant une information, en la diffusant. Il peut violer la loi. Les professionnels, ils peuvent violer la loi. Maintenant, quand les professionnels violent la loi, les CESAC ne cherchent pas les professionnels. Les CESAC sanctionnent les médias. Les médias qui a permis à ces professionnels-là de venir diffuser l'information ou publier l'information. Mais parce que les professionnels est lié à ce qu'on appelle déontologie professionnelle, les législateurs ont conçu l'autorégulation. Et dans les livres, nous avons relevé que depuis mars 2023, le législateur congolais a institué un nouvel organe qu'on appelle instance en charge de l'autorégulation de la profession. C'est cette instance-là qui doit être également installée pour fonctionner à côté du CESAC. Donc c'est l'autorégulateur. Voilà, l'autorégulateur. Le CESAC est régulateur. Et cette instance-là joue le rôle de l'autorégulateur. L'autorégulateur est sorti du CESAC. Non. L'autorégulateur est sorti de la loi, si je peux le dire. C'est la loi qui a créé ça. L'ordonnance loi de 2023, du 13 mars, portant modalité d'exercice des libertés de la presse, liberté d'information par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication. Cette ordonnance loi a prévu une instance en charge de l'autorégulation. À l'époque, on disait que c'était l'UNPC. Parce que vous venez de faire allusion à l'UNPC. À l'époque, on disait que c'était l'UNPC. Mais pourquoi on disait que c'était l'UNPC? C'est parce que à l'époque d'Isaïr, sous l'ordonnance loi de 1981 portant statut des journalistes zaïrois, laquelle ordonnance loi est en vigueur jusqu'à présent, a à son article 5 reconnu une association qu'on appelait à l'époque association, donc Union de la presse du Zaïre, UPESA. UPESA est reprise dans cette ordonnance loi. Ok? Mais parce que avec l'avènement de l'AFDL,
on a quitté l'époque Zaïre pour revenir à la République démocratique du Congo. On devait donc modifier, changer d'appellation pour différentes structures, différents services, et ainsi de suite. On a même vu que l'OZRT a été transformée en radio-télévision nationale congolaise. Mais pour transformer l'OZRT en RTNC, il y a eu un décret. Il y a eu un décret. Et c'est le décret de 2009. Ce décret a été pris dans la logique de la transformation des entreprises publiques, conformément aux différentes lois qui ont été publiées en 2008. Mais l'UNPC, on l'a créé en 2004. En 2004. Et du coup, on a dit que l'UNPC remplace UPESA. On a dit, mais il n'y a pas de texte. L'UNPC remplace UPESA. C'est ainsi que vous pouvez les remarquer dans différents documents de l'UNPC. À l'entête, on dit UNPC, organe de l'autorégulation. Et on évoque l'ordonnance loi de 1981, faisant allusion à UPESA. Pour les créateurs de l'UNPC, donc UPESA est remplacé directement. On ne peut pas remplacer automatiquement. UPESA a été reconnu par une loi. Il faut qu'une loi reconnaisse également UNPC comme autorité, comme organe d'autorégulation. Alors qu'ils n'ont pas eu peut-être le courage ou bien l'initiative de faire reconnaître l'UNPC par une loi spéciale. Et du coup, l'UNPC retombe dans la rubrique des ASBL, parce qu'il y a une loi sur les ASBL. L'UNPC demeure une ASBL, une association sans but lucratif, ne pouvant pas jouer le rôle de UPESA, faute d'un texte législatif et réglementaire. Alors, pour pallier à ces problèmes-là, en 2023, à l'issue des États généraux de 2022, il y avait des textes proposés et tout. En 2023, finalement, on a eu l'ordonnance loi de 2023. Moi, je pensais qu'on allait sauver l'UNPC. Alors, au lieu de parler directement de l'UNPC, ils ont parlé des instances en charge de l'autorégulation. Du coup, UNPC demeure ASBL. Et maintenant, on doit revoir la situation pour mettre en place l'instance en charge de l'autorégulation. Et j'apprends qu'on serait en train de préparer les congrès de l'UNPC. C'est pas mal. Ça peut être aussi une occasion pour que les gens se racontent, se disent les choses en face. On peut mettre la loi sur la table et évoquer des articles et dire, bon, pourquoi on avait adopté instance en charge de l'autorégulation au lieu de mettre carrément UNPC. Que faire? Voilà maintenant. Alors, maître, je vous relance à la page 14 de votre livre. Vous êtes revenu puisque vous parlez des actes posés par les CSA comme les régulateurs. Vous avez revenu sur les cas de la suspension des journalistes Jessica Bassel de la RTNC. Vous avez revenu sur l'interpellation de Kofi Olomide. Mais au troisième paragraphe de cette page 14, vous dites ceci. Les protectionnismes politiques des médias publics ou d'État dévalorisent les statuts d'institutions d'appui à la démocratie reconnus à l'autorité de régulation. Cette dernière semble focaliser son action essentiellement sur les émissions ou publications à caractère politique. Ça veut dire? J'ai fait allusion aux différentes attributions reconnues au CESAC. Il n'y a pas que les émissions à caractère politique, il n'y a pas que les activités politiques. Mais depuis 2023 jusqu'à présent, si vous vérifiez bien, vous suivez la situation, l'actualité, vous allez remarquer que les sanctions prises de ces côtés-là touchent plus aux émissions à caractère politique, touchent plus aux journalistes professionnels qui ont tenté d'aborder des questions ayant trait à la politique active. Vous voyez? Alors là, nous risquons
nous risquons de faire du CESAC une instance politique, une branche d'une organisation politique. Alors que le CESAC, je le répète, la Constitution dit que c'est une institution d'appui à la démocratie. Quand on dit appuyer la démocratie, nous connaissons ce que c'est la démocratie. Et la démocratie est un régime qui permet aux différents courants sociaux de s'exprimer. Il n'y a pas qu'un seul courant qui peut être libre de s'exprimer ou qui peut être protégé par X ou Y. Le CESAC doit demeurer au centre ou au milieu du village, comme on le dit. Le CESAC ne doit pas seulement se focaliser sur les émissions à caractère politique. Vous voyez, aujourd'hui, nous suivons la télévision, souvent la radio, nous lisons les journaux. La situation de la concurrence, par exemple, la publicité. Dans le domaine de la publicité diffusée à longueur de la journée pose un problème énorme. Il y a ce qu'on appelle pratique comparative dans la publicité. Et les annonceurs, les opérateurs économiques ont l'habitude de faire cette publicité-là, publicité comparative. Et quand on suit cette publicité, elle est entachée des mensonges, des tromperies, des dénigrements du produit d'un concurrent au détriment de son propre produit. Mais c'est ça qu'elle a. Comment ces annonceurs parviennent à faire passer de telles publicités alors que la loi dit qu'avant qu'un spot publicitaire soit diffusé, soit accepté par un média, ça doit passer au check-in, à l'examen au niveau du CESAC. Vous voyez, on doit checker, on doit vérifier. Aujourd'hui, l'ordonnance loi de 2023 a même exigé à ce que les spots en question passent par une agence de publicité. Il faut qu'une agence de publicité donne son avis, son quitus, et que ça soit aussi une agence de publicité reconnue, enregistrée par les CESAC. C'est ce que la loi prévoit. Les CESAC enregistrent même les agences de publicité, désormais. Et toutes les publicités, avant d'être acceptées par les médias, doivent passer par les agences de publicité. Donc les médias n'ont plus le pouvoir de monter des publicités comme par le passé. On a même interdit également aux journalistes professionnels de mettre leur voix dans des publicités. Ah bon? Ah, c'est interdit. C'est la loi. L'ordonnance loi de 2023. C'est des questions sur base desquelles c'est ça qui peut focaliser son action. Il n'y a pas que la politique. Certes, la politique aussi fait partie, parce que c'est ça qui doit veiller, mais il a aussi le pouvoir de veiller à l'équilibre. Mais maintenant, si on interdit... pardon, maître, je vous relance. Vous avez parlé de quelque chose d'importantissime. Quand on interdit aux journalistes de déposer leur voix, la voix off sur la publicité, à qui doit imposer? Qu'est-ce que la loi, ou bien qui est-ce que la loi a permis comme une personne qui peut poser la voix, mettre la voix off dans les différentes publicités? Maintenant, les législateurs a évité les touches à tout. Vous touchez à tout, vous êtes journaliste et restez journaliste. On a dit que c'est l'affaire des agences de publicité. Si vous mais ces agences sont aussi des journalistes qui travaillent. Ce ne sont pas des journalistes, c'est un personnel de l'agence. Vous travaillez à l'agence des publicités. Vous ne travaillez pas à un média. Vous ne travaillez pas à la télévision, vous ne travaillez pas à la radio. Alors vous êtes engagé par une agence de publicité. Vous travaillez là-bas. Et ça va changer quoi? Mais ça va changer parce que quand vous présentez une émission, vous présentez peut-être une édition d'information. En même temps, on vous écoute en train d'animer une publicité. Vous voyez? Non, les standings de chacun. Vous êtes présentateur du journal télévisé. Restez là.
vous devenez en même temps animateur de la publicité. Ça ne va pas. Moi, j'ai aimé cette façon de concevoir les choses. Hein? Laissez à chacun son travail. Vous voyez, aujourd'hui, il y a même une confusion. Vous êtes en même temps journaliste professionnel, réalisateur d'émissions. C'est pas possible. Donc, il faut que chacun reste dans son coin. Hein? Ça va aussi permettre à l'autorité de régulation de bien suivre, de bien faire son monitoring. Qui fait quoi, quand et pourquoi. Vous voyez? Alors, maître... Et le protectionnisme en question. Ouais. Hein? Nous avons fait allusion à l'attitude de l'autorité de régulation vis-à-vis des médias privés par rapport aux médias publics. Depuis, je n'ai pas vu une décision sanctionnant un média public émanant de l'autorité de régulation. Ça, c'est une observation malheureuse que nous avons faite. Vous voyez? Alors que les CESAC, tels que voulus par les constituants à travers la loi organique, c'est un organisme semi-public. Cela veut dire que son fonctionnement est animé et par les membres venant des structures officielles et par les membres venant des structures privées. Vous savez que les 15 membres du CESAC ont été proposés, soit par le président de la République, soit par les parlements, soit par les associations des journalistes, soit par les organisations du secteur, du domaine de la publicité. Donc, il n'y a pas que les délégués du gouvernement ou de la présidence. Il y a également les délégués des structures privées. Et maintenant, si le CESAC vient là pour ne protéger que les médias publics, disant que le CESAC est public, et les médias de l'État aussi. Non. Le CESAC, c'est pas ça là. Le CESAC, c'est pour les privés et les publics. Même cas pour la CENI. Pour constituer le bureau de la CENI, vous voyez les confessions religieuses se réunir pour trouver un président à proposer. Quelqu'un à proposer comme président de la CENI. Cela veut dire que même à la CENI, il n'y a pas que le gouvernement. Il y a également les partis politiques, il y a les confessions religieuses. La même chose pour le CESAC. Et si la CENI ne travaille que pour le gouvernement, qu'est-ce qu'on va dire? Et donc, cette façon de concevoir les choses donne un peu un sens assez négatif à l'action du CESAC. Alors que nous voulons voir vraiment l'équilibre. Vous sanctionnez les médias privés, sanctionnez également les médias d'État. Le cas précis est celui de Koffi Olomide. On a lancé l'invitation à Koffi Olomide, qui n'est pas professionnel des médias, un invité. On a lancé l'invitation à Jessie, qui est professionnel des médias. Mais les deux parlaient sur quels médias? Pourquoi on a épargné les médias? C'est parce qu'il s'agit de la RTNC, médias d'État. Voilà maintenant les problèmes. C'est pourquoi nous avons parlé du protectionnisme des médias publics. Cela ne contribue vraiment pas à la crédibilité dont nous voulons de notre autorité de régulation. Alors, maître, vous êtes aussi revenu sur les attributions du CESAC en matière de grille des programmes et de grille d'éléments. À travers la collaboration CESAC et les médias, de quoi s'agit-il ici? Est-ce que le CESAC a des attributions, des obligabilités de contrôler aussi les grilles des programmes des différentes chaînes de télévision? Par exemple, chaque chaîne, à chaque fois quand il propose sa grille des programmes, est-ce que ça doit passer par les CESAC pour être contrôlé? Mais c'est d'ailleurs parmi les préalables. Parmi les préalables. Avant de lancer les émissions, l'autorité de régulation doit s'assurer des grilles des programmes des médias audiovisuels. Une télévision qui n'a pas déposé sa grille de programmes auprès du CESAC s'expose aux sanctions. Une radio qui n'a pas déposé sa grille de programmes
est passible des sanctions. Ça doit être déposé à la création de la chaîne ou bien à chaque fois que la chaîne compte changer sa grille de programmes modifiée, ça doit commencer à passer par les CESAC. Dès lors que vous avez entamé les démarches pour créer votre radio, votre télévision, il y a différentes étapes partant de la déclaration. Et quand on va examiner la déclaration, vous allez quitter du niveau de la déclaration pour vous retrouver au niveau du récépissé. Et au finish, on va vous demander de déposer votre grille de programme. Parce que la grille de programme doit s'adapter au cahier des charges édicté par le gouvernement et contrôlé par les CESAC. Le gouvernement élabore les cahiers des charges. Mais le CESAC donne son avis sur ces cahiers des charges, un avis technique. Et la grille des programmes doit être déposée pour permettre au CESAC de vérifier la conformité de cette grille des programmes au cahier des charges édicté par le gouvernement. Si votre cahier des charges ne s'adapte pas, n'est pas conforme, votre grille de programme n'est pas conforme au cahier des charges, vous ne pouvez pas lancer les émissions. Et le CESAC ne peut pas être surpris d'une émission qui passe, qui ne se trouve pas dans votre grille de programme. Vous voyez? Donc, au départ, la radio ou la télévision doit déposer la grille de programme. Et chaque fois que cette radio ou cette télévision essaye ou tente de modifier cette grille de programme, elle doit faire la même chose. Elle a déposé au départ, elle fonctionne, et si à un moment, elle trouve que je vais modifier mes émissions, il faut revenir au produit CESAC. Oui, il faut aller déposer les modifications. Il faut aller déposer les modifications. Parce que le CESAC peut aussi dire, compte tenu de ça, changer le contenu de cette émission. Vous voyez? Réguler, c'est aussi contrôler. Et le CESAC, en régulant, il contrôle les contenus. Les contenus, la régulation des médias, c'est fait sur base des contenus. Et les contenus, on les voit à travers la grille des programmes. Le CESAC doit se rendre compte de chaque émission. Vous voyez, il s'agit d'une émission à quel caractère? Caractère politique. Et là, vous allez parler de quoi? Comment ça doit se faire, cette émission? À téléphone ouvert, ce sera comment? Et on va vérifier le contenu de l'émission. Vous voyez? Et c'est à partir de ça que le CESAC doit mettre en action son centre de monitoring pour suivre si vous êtes en train de respecter la grille des programmes déposée. Si vous sortez de votre grille des programmes, le CESAC peut vous interpeller, vous inviter, vous appeler à l'ordre ou prendre des mesures qui s'imposent. Alors, maître, pour ces quelques minutes qui nous restent, c'est quand même un livre importantissime. Si on commence à, à développer ça, ça peut nous prendre toute une journée. On est en train de parler de l'essentiel pour faire comprendre aux gens qui nous suivent en ce moment de quoi il s'agit dans ces livres. Mais certainement, avant dernière question, j'aimerais que vous puissiez aborder ici, parce que vous en avez parlé dans ces livres, à la page 99, ça veut dire la 4e partie de ces livres, où vous parlez des acteurs de la régulation et des médias et leur rôle. Quels sont les acteurs de la régulation des médias en République démocratique du Congo? Bien, déjà le CESAC, il est là comme acteur parce que c'est lui qui joue le rôle de l'autorité de régulation. Oh. Mais il n'est pas le seul, c'est une affaire de tous. Okay. Et vous allez remarquer que parmi les acteurs, il y a les promoteurs des médias, ceux qui créent des médias. Il y a les professionnels des médias et il y a les publics. Vous voyez, vous créez votre média. Vous n'allez pas le faire fonctionner seul. Vous avez besoin des journalistes, vous avez besoin des techniciens. Et tous ces gens-là font partie des acteurs de la régulation des médias. Et quand vous allez lancer vos émissions, vos programmes,
il y en a qui suivent ces émissions. Ils s'appellent soit auditeurs, soit téléspectateurs. Ils sont aussi acteurs de la régulation des médias. C'est ainsi que les promoteurs des médias, doivent également veiller à la déontologie journalistique. Parce que, à cause du dérapage des professionnels des médias, leurs médias peuvent être sanctionnés par l'autorité des régulations. Donc, ils ont intérêt à veiller au professionnalisme, à veiller à ce que les journalistes recrutés donnent le meilleur d'eux-mêmes, en respectant les règles d'éthique et de la déontologie. Vous voyez, les règles sont connues. Ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Alors, les promoteurs des médias doivent les savoir. Au départ, même à l'introduction, nous avons dit qu'un bon journaliste doit connaître les droits. Par droit, j'ai vu ça. Voilà, à l'introduction même. Et par droit, nous ne voyons pas la faculté de droit quand même. Par droit, il y a quand même des textes fondamentaux, comme les articles pertinents de la Constitution sur les médias. Les articles de la Constitution qui traitent des questions des médias et des questions de l'information. Les journalistes doivent les savoir. Il y a une nouvelle loi de la presse, comme on dit. Mais est-ce qu'il y a eu ne serait-ce qu'un atelier de vulgarisation de cette loi? Est-ce que les journalistes s'intéressent? Vous voyez, les journalistes doivent savoir qu'est-ce qu'on a dit dans cette loi. Nouvelle loi, nous disons loi Mouyaya. Mais de quoi il s'agit? Les journalistes doivent le savoir. Vous ne pouvez pas être surpris par une interpellation parce que vous avez violé la loi. Quelle loi? Vous ne savez pas ça. Un bon journaliste doit maîtriser la loi, doit connaître la loi. Et surtout, l'ordonnance loi portant statut des journalistes. Aujourd'hui, on a l'habitude de parler seulement des codes d'éthique et des déontologie journalistes. Code. Ce code-là a été élaboré par l'UNPC en 2004. Mais il y a une ordonnance loi qui reproduit les règles d'éthique et de la déontologie. Et le gouvernement est en train de vouloir modifier l'ordonnance loi de 1981 par un décret. Et dans le livre, nous avons relevé qu'il faudrait passer par la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution, parce que les statuts des journalistes relèvent du domaine législatif. Et maintenant qu'on veut les transformer, changer, quitter les caractères législatifs pour en faire une matière du domaine réglementaire, il faut l'intervention de la Cour constitutionnelle. Et nous avons relevé l'article de la Constitution qui le prévoit dans les livres. Et donc tout ça, les journalistes doivent maîtriser, doivent connaître les droits, les textes de base de la presse. Les textes de base de la presse. C'est pourquoi nous avons dit que les journalistes, étant aussi acteurs de la régulation des médias, s'ils maîtrisent quand même les textes de base, il y aura amortissement des chocs. Les auditeurs et téléspectateurs, en tant qu'acteurs, ils doivent être organisés, encadrés. Nous avons également parlé parmi les acteurs du gouvernement. Il y a les cours et tribunaux comme acteurs de la régulation des médias. Et vous le savez que de temps en temps, les gouvernements, surtout au niveau des provinces, prennent des décisions pour suspendre des radios, pour suspendre des médias. Alors que le CESAC a ses coordinations provinciales. Ces gouvernements ne saisissent pas les CESAC. Vous voyez, les gouvernements sont aussi acteurs. Ils doivent aider les CESAC à faire son travail tel que voulu par la loi. Et aider également les médias. Et l'ordonnance loi de 2023 prévoit que l'aide directe ou indirecte émarge du budget de l'État. Et surtout l'aide directe. Et le budget est élaboré par les gouvernements. Et ce sont les gouvernements provinciaux et même les gouvernements centraux qui présentent les budgets, soit au niveau de l'Assemblée nationale, soit au niveau des assemblées provinciales.
Et donc, même les gouvernements là sont des acteurs. Et chacun doit jouer sa partition, y compris l'instance en charge de l'autorégulation. Elle fait partie des acteurs de la régulation des médias. Et donc, chacun doit jouer son rôle. Et parce que les auditeurs et les téléspectateurs sont aussi acteurs, nous avons préconisé la co-régulation. Parce que l'autorégulation se limite aux acteurs, aux professionnels des médias. Les publics ne peuvent pas s'ingérer de l'autorégulation. C'est pourquoi il faut la co-régulation. L'action du CESAC, l'action de l'autorité de régulation, doit mettre à profit les publics, les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs des journaux et des articles et des médias en ligne. L'autorité de régulation doit les mettre à profit. Et là, nous avons même proposé à ce que les CESAC puissent chaque fois, désormais, commencer à publier l'annuaire des médias en règle pour permettre au public de savoir qui fait quoi et quand et pourquoi. Et pourquoi un média qui n'est pas en règle, c'est ça que les laisse. Si dans l'annuaire, on ne trouve pas les médias X parmi les médias en règle, le public peut même se manifester. Hein? La population peut descendre dans la rue pour dire « Nous voulons que ces médias soient fermés parce qu'il n'est pas en règle. » Donc, c'est ça maintenant les rôles de la régulation, de l'autorégulation et de la co-régulation. Donc, tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que les choses changent. Et je suis d'avis que peut-être on organise de nouvelles assises. J'ai appris qu'on est en train de préparer les congrès, peu importe congrès de l'UNPC ou pas, mais que ça soit quand même une occasion de se rencontrer pour pouvoir réfléchir encore. Après les états généraux, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons une nouvelle loi. Sur quelle base répartir? Alors, Maître Trésor Likonza, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. C'est un livre qui a de la matière, il y a à boire et à manger ici à l'intérieur, même si le temps nous fait défaut, mais je pense que chaque fois que nous aurons l'occasion, on va commencer à y revenir, surtout qu'à la fin de ce livre, je pense à la partie, je pense, 4e partie. Vous avez aussi fait des propositions, ce que vous avez qualifié d'un plan stratégique, justement, en ce qui concerne les fonctionnements des médias en République démocratique. Surtout, il y a également l'aspect protection judiciaire des journalistes professionnels. Et nous avons relevé l'aspect important pour peut-être finir par là. Nous avons dit qu'on ne peut pas attraire un journaliste devant les instances judiciaires en l'absence de la plainte préalable de l'autorité de régulation des médias. Et là, nous avons même abordé dans un chapitre ce qu'on appelle principe des contenus, principe de régulation des contenus. Et nous avons tablé sur cette question, nous avons démontré cela sur base de la loi organique et des dispositions légales. Donc, prochainement, comme vous avez dit, je serai toujours ravi de répondre à vos invitations. J'ai beaucoup d'estime pour CML 13 et surtout pour votre générosité, votre amour et surtout votre affection. Je n'hésiterai pas de répondre chaque fois que vous aurez besoin de moi, j'y viendrai. Alors, merci beaucoup, Maître Trésor. Je rappelle que vous êtes aussi acteur de la société civile et auteur de plusieurs livres, comme celui que nous venons de développer aujourd'hui dans cette émission. Droit congolais de la régulation des médias. Pour ceux qui voudront l'avoir, le livre est déjà étalé au Palais de Justice. Si vous arrivez là-bas au Palais de Justice, demandez seulement par où arriver au parquet des grandes instances. À l'entrée, vous verrez qu'il y a des tables où les livres sont exposés et le nôtre est aussi exposé là-bas. Sinon, vous pouvez nous joindre. Si vous voulez, je donne les numéros rapidement. Au 085 81 97 611. 085 81 97 611. Merci beaucoup, Maître. Numéro WhatsApp. Merci beaucoup, Maître. C'est à travers cette citation de Patrick Mboka, paraphrasé par Maître Trésor Likonza dans son livre Droit congolais de la régulation des médias, que j'ai conclu cette émission. Un bon journaliste doit connaître les droits. Alors, c'est une obligation à toutes et à tous
Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver les lundis pour un autre numéro de cette cavalcade sociopolitique sur les antennes de votre chaîne CML13 Télévision. Que vive la République, vive la RDC.